Vous avez des... Est-ce que vous arrivez à discerner des points de blocage? Par exemple, vous avez fait dans votre ouvrage quelques pages que j'adore, que je vais relire tous les soirs avant de m'endormir, qui sont une tentative de classification du discriminateur. Oui. Qui sont à hurler de rire, même si le sujet est triste, mais qui quand même met le doigt sur 4 typologies, si vous voulez les exposer rapidement, mais sans oublier que, et ça j'y tiens beaucoup, nous sommes tous potentiellement, individuellement, discriminateurs. Nous avons tous des préjugés, nous avons tous des stéréotypes, quel que soit notre sexe, notre âge, nos origines, etc. Mais c'est vrai qu'il y en a certains, il y a certains types de personnes que vous avez... Oui. Je me suis aussi beaucoup amusée à écrire ces pages. Non, je crois effectivement que on est tous capables de discrimination dans certaines circonstances. On a tous des stéréotypes, on a tous des préjugés. Ça, c'est effectivement le prérequis, et je pense qu'on a tous intérêt à les connaître pour être vigilants. Maintenant, effectivement, dans le livre, pour aider les personnes qui seraient exposées à la discrimination à choisir la meilleure stratégie de réponse, j'ai identifié 4 typologies de discriminateurs. Donc la première famille, en fait, sont les discriminateurs qui sont mus par leurs propres préjugés. Donc c'est les personnes qui sont misogynes, qui sont homophobes, qui sont racistes, etc. Alors il y a la brute, qui en face à face vous insulte, etc. Il y a celui qui est beaucoup plus sournois, mais là encore qui est gérable. Et puis il y a une autre typologie de discriminateurs dont j'ai voulu parler, c'est en fait des opportunistes. C'est des gens qui ne sont pas mus par leurs préjugés propres, mais qui vont surfer sur ceux qu'ils présentent dans l'organisation. Et là aussi, c'est des personnes qu'il faut gérer un petit peu spécifiquement. Il ne faut pas y aller bien en tête en leur disant vous êtes misogyne, vous êtes ceci, vous êtes cela, parce que c'est des manipulateurs. On a une question très précise de Monique pour vous, Madame Di Gioia. Bonjour, j'ai été victime d'un accident du travail qui m'oblige à porter une attelle pour effectuer sans douleur mon travail. Je me sens donc handicapée. C'est pour cette raison que j'ai engagé des démarches pour être reconnue comme telle. Ma direction m'a convoquée et a exigé de les informer sur mes démarches et surtout de les abandonner pour éviter le licenciement. Est-ce une discrimination? Quel type de discriminateurs sont-ils? Je pense que la réponse est évidente. C'est une position que l'entreprise n'a pas à interdire à un salarié quelconque de faire une démarche qui n'a rien à voir en fait avec son emploi. Mais la personne a au sein de l'entreprise, alors ça dépend de l'importance de l'entreprise, mais quand même la personne a au sein de l'entreprise ou à l'extérieur le médecin du travail. Le médecin du travail est une personne très importante pour les personnes qui sont handicapées ou en voie de reconnaissance de travailleurs handicapés. Là c'est un accident du travail. Il y a peut-être la sécurité sociale qui doit intervenir là-dessus, hein, mais que la personne se rapproche du médecin du travail. Alors, qui peut faire l'interface aussi avec l'employeur. Oui, avec l'employeur. Maintenant, comme on dit, quand on veut licencier quelqu'un, on le menace ou on l'accuse de tous les maux possibles. Hein, mais c'est interdit. Oui, c'est interdit, oui. C'est du harcèlement. Oui, c'est du harcèlement, là. C'est du harcèlement. Et je suppose qu'il y a la HALD qu'elle peut... Mais c'est vrai que le médecin du travail, c'est tout à fait le rôle du médecin du travail qui, lui, doit indiquer si le collaborateur est apte ou non pour le poste. C'est la première des choses, c'est le médecin du travail qui donne ce point de vue. Après, je pense que là, peut-être que l'entreprise a peur aussi parce que c'est un accident du travail. D'accord. Donc ça veut dire que pour moi c'est ça veut dire que ça engagerait une reconnaissance de la part de l'entreprise et donc sans doute des indemnités, enfin voilà. Donc je pense parce que l'entreprise n'a pas intérêt à ce que le collaborateur ne soit pas considéré comme travailleur handicapé. Alors, c'est plutôt cet accident, à mon avis, qui la mettrait dans une difficulté supplémentaire. Donc Donc ça, c'est pas de la discrimination à mon sens, c'est plutôt du harcèlement, mais c'est du harcèlement discriminatoire si on veut. Tout ça dépend effectivement si l'entreprise a plus ou moins de 20 salariés, hein, si elle est obligée ou non d'embaucher des personnes handicapées. Mais sur le principe, il faut effectivement se renseigner pour éliminer ce harcèlement. Tout à fait.
Tout à fait. Peut-être nous allons poser une dernière question, parce qu'il est déjà bien l'heure, de Mathilde, qui demandait, elle a disparu de mon écran, mais je m'en souviens, comment se situe la France par rapport aux autres pays européens? Est-ce que vous avez une vision est-ce que nous sommes dans une situation catastrophique face aux discriminations par rapport à nos voisins? Alors, par rapport au handicap, on a la connaissance, enfin, de mon côté, j'ai la connaissance de la situation de l'Allemagne ou de l'Angleterre, qui ne sont pas partis sur les mêmes principes qu'est partie la France avec un quota, mais on est dans les mêmes situations, dans les mêmes tendances. Dans les mêmes tendances, oui. Et vous, au niveau de la diversité en général, vous avez une visibilité là-dessus? En tout cas, il y a des choses qui sont des situations qui sont assez différentes. Quand il s'agit de l'égalité professionnelle, la France accuse un certain retard par rapport aux pays scandinaves, clairement, et qui ont mis en place aussi des quotas sur des conseils d'administration, notamment. Par contre, en ce qui concerne la diversité d'origine ethnique ou culturelle, par rapport à ces mêmes pays scandinaves, la France est dans une meilleure position. Donc après, tout est aussi relatif. On a quand même, en tant que pays européen, comme nos autres voisins européens, forcément adapté notre réglementation et les actions des entreprises par rapport aux exigences européennes. Donc on est à peu près sur un peu le même niveau, mais il y a quand même des différences en fonction des thématiques. Je crois que l'Angleterre aussi était quand même en Europe le pays, même si c'est pas forcément complètement partie de l'Europe, et d'un pays un des plus avancés pays du Nord, effectivement, ces questions-là. Sur la partie ethnique, et puis c'est vrai que je pense que c'est lié au fait que le marché du travail en Angleterre est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus fluide. Voilà, ce qui est aujourd'hui notre problème en France, c'est clairement quand on recrute quelqu'un, il ne faut pas oublier ça. Moi, c'est ce que je dis toujours aux candidats. Sachez une chose, c'est que si vous-même vous êtes mortifié en entretien, le recruteur en face, il se dit j'ai pas le droit à l'erreur. Si je recrute quelqu'un et que je me plante, eh ben, je l'ai sur le dos, je ne peux pas le licencier, je ne peux pas changer, etc. Il y a quand même des contraintes fortes. Et ça, c'est un point qu'il faut aussi retenir. C'est pour ça qu'il faut rassurer aussi. Moi, j'ai tendance à penser que il faut savoir démontrer aux recruteurs que le choix qui s'est porté sur ce candidat est le meilleur. C'est ça qui est important. Alors en France, on est un peu tétanisé par rapport au recrutement. C'est peut-être ce qui contribue aussi à avoir un certain nombre de barrières, des problèmes qui vont se poser, alors qu'il n'y a pas lieu d'être.